FR. Pensez à covoiturer. La matinale de Radio Classique avec Pierre Pilet. Et à 8h13 sur Radio Classique, voici l'éditorial politique avec Le Figaro. Célestine Gentilhomme est avec nous. Célestine, bonjour. Bonjour. C'est un tabou politique que veut briser Gabriel Attal. Le patron de Renaissance va faire travailler son parti sur la GPA, une gestation pour autrui encadrée, quitte à franchir une ligne rouge fixée par Emmanuel Macron. Oui, Gabriel Attal s'affranchit on ne peut plus clairement de la vulgate présidentielle, le chef de l'État s'étant toujours opposé à toute légalisation de la GPA. Peu importe, l'ancien Premier ministre est bien décidé à ouvrir le débat, et ce, au sein même du parti créé par Emmanuel Macron. D'ici la fin de l'année, il attend donc des propositions de sa formation sur une potentielle autorisation de cette pratique, à condition qu'elle soit éthique, insiste-t-il, autrement dit, sans tomber dans la marchandisation du corps. À ce stade, il n'est pas question de déposer une proposition de loi, mais Gabriel Attal n'exclut pas non plus d'intégrer ce bouleversement bioéthique à son projet présidentiel en vue de 2027, quitte à marcher un petit peu sur les plates-bandes de certains de ses concurrents à gauche, comme Raphaël Glucksmann. Mais quel intérêt Gabriel Attal trouve-t-il à s'emparer d'un sujet aussi clivant, aussi éruptif ? On ne peut nier la sincérité personnelle de l'ex-premier ministre. Lui-même s'était dit prêt à recourir à une GPA pour avoir un enfant si celle-ci était autorisée en France, avant, à l'époque, évidemment, de se ranger derrière la position du chef de l'État. Mais en politique, tout peut changer très vite. Gabriel Attal a depuis pris quelques libertés et en profite pour faire parler de lui en plein mois d'août. Alors avec la GPA, le trentenaire envoie surtout un signal clair à l'électorat de centre-gauche, après avoir quelques semaines plus tôt dragué plutôt celui de droite avec des discours régaliens. Sans doute, Gabriel Attal y voit-il aussi une occasion de ringardiser ses rivaux du bloc central. Édouard Philippe s'était lui abstenu sur le mariage homosexuel, par peur justement que cela n'ouvre la voie à la GPA, quand Bruno Retailleau n'a jamais caché ses positions conservatrices sur les débats sociétaux. Alors Gabriel Attal s'imagine peut-être recueillir tous les orphelins du macronisme originel qui ne se reconnaîtraient pas dans les visions plus droitières de Bruno Retailleau ou d'Édouard Philippe. Tout ça n'est d'ailleurs pas sans rappeler la stratégie d'un certain Emmanuel Macron. Le jeune quarantenaire avait lui aussi joué cette carte de la modernité en 2017. Mais alors, ce pari sur la GPA, est-ce qu'il peut s'avérer gagnant ? C'est en tout cas mal parti. Bien sûr, il faut trouver des idées à la fois neuves et différentes. Une ligne singulière qui rendrait presque évidente la candidature de l'ancien Premier ministre. Mais avant cela, Gabriel Attal doit réussir à rassembler autour de lui. Or, une bonne partie de la Macronie ne veut pas entendre parler de GPA, tout comme une bonne partie de l'électorat venu de la droite qui pourrait être tenté, si ce n'est déjà fait, de retourner dans les bras des Républicains. Et même à gauche, la GPA est loin, très loin d'être consensuelle. Jean-Luc Mélenchon s'y est par exemple toujours opposé. Mais quoi qu'il en soit, ce fameux débat ne suffira pas à colmater la décomposition de l'électorat macroniste, ni à ramener à la maison ceux qui se sont déjà laissés par exemple séduire par Raphaël Glucksmann. Peu importe, Gabriel Attal, lui, veut montrer qu'il avance pas à pas vers la présidentielle. Il prévoit même de frapper les esprits le 21 septembre prochain pour la rentrée de son parti à Arras. L'éditorial politique, merci Célestine Gentilhomme. Et à bientôt. Pourquoi les bourses mondiales battent des records ? C'est l'un des sujets en une du Figaro. Et bien justement, on va parler économie et finance avec l'invité de la matinale qui est face à moi. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP Business School, auteur du livre « Les nouvelles leçons d'économie » aux éditions Odile Jacob. On va évidemment parler de la dette française, des derniers enseignements, d'un des sujets qui est en train de marquer cet été et qui va assurément marquer la rentrée, la prévision de suppression de 2 jours fériés, cette idée de François Bayrou. Mais d'abord Jean-Marc Daniel, nous aimerions avoir votre analyse après le communiqué commun publié par les États-Unis et l'Union européenne hier. Les produits des pays de l'UE qui entrent sur le sol américain vont être taxés à 20%. Pas d'exception, pas d'exemption pour les voitures, les produits pharmaceutiques, ni les vins et les spiritueux. Alors le ministre français du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, fait comprendre que la France va travailler à des exemptions additionnelles concernant cette branche. Quelques chiffres aussi de contexte. L'année dernière, les pays de l'Union européenne ont exporté pour 8 milliards d'euros d'alcool aux États-Unis. La France représente près de la moitié de ces exportations. À date, c'est donc
une mauvaise nouvelle pour l'économie française, ces 15% de taxes sur ce secteur en particulier? Alors c'est une mauvaise nouvelle. Toute taxe, toute augmentation de droits de douane est forcément une mauvaise nouvelle pour l'exportateur. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour le consommateur américain. C'est-à-dire que dans cette affaire, le problème des Européens, c'est de savoir quel est leur allié sur le territoire des États-Unis. Le secteur des vins et spiritueux a ceci de particulier, c'est quand on regarde la consommation aux États-Unis, c'est plutôt des gens de la classe moyenne supérieure, et des gens qui votent pas pour Donald Trump, parce que ce qui va être le juge de paix ultime pour Donald Trump, c'est le moment où l'électeur américain va s'apercevoir que le droit de douane ne punit pas l'Européen ou le Chinois, mais punit les gens qui achètent les produits européens ou chinois. Alors, pour la France, il y a quand même deux problèmes. Le premier problème, c'est le fait qu'elle a une position ambiguë, c'est-à-dire qu'elle condamne les droits de douane des États-Unis, mais elle est contre les accords de libre-échange que négocie en ce moment Bruxelles, notamment à l'affaire du Mercosur. C'est-à-dire qu'à l'automne dernier, on a fait voter au Parlement une motion de défiance contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. On peut pas être à la fois protectionniste pour se défendre et accuser les autres de faire du protectionnisme pour se défendre. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Il faut être cohérent. D'ailleurs, les vins et spiritueux avaient déjà été victimes de mesures de rétorsion de la part des Chinois, liées au fait que la France défendait une position protectionniste vis-à-vis de la Chine. La deuxième remarque que je ferai, c'est que fondamentalement, la France est dans une position de faiblesse dans son commerce extérieur parce qu'elle est en déficit extérieur. Alors que les autres pays de l'Union européenne sont en excédent, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les principales économies dégagent des excédents extérieurs. Donc elles seront pénalisées, mais elles ont une sorte de marge de manœuvre. Elles peuvent digérer une partie des droits de douane américains. Et alors que la France, elle a été en excédent l'année dernière de façon exceptionnelle grâce au JO. Tout un tas de gens sont venus à Paris dépenser de l'argent à Paris pour assister au JO. Mais fondamentalement, la France n'exporte pas assez. Et donc toute mesure qui a vocation à réduire encore ses exportations, on la met de plus en plus en difficulté. Jean-Marc Daniel, je voudrais qu'on s'arrête toujours concernant ce dossier sur ce message posté sur X, anciennement Twitter, par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour justifier ces 15% de droits de douane. Elle parle de prévisibilité pour nos entreprises et nos consommateurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos alors qu'on ne sait pas quelle va être la réaction des consommateurs américains ? Alors, elle a raison de dire que ce dont a besoin l'économie, surtout en ce moment où on voit les investissements qui ont tendance à se dérober, c'est-à-dire une forme d'inquiétude latente dans le monde de l'entreprise, elle a raison de dire que le plus vite on aura des certitudes, le mieux ça vaudra. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à dire ça. Madame Lagarde, au nom de la BCE, a aussi indiqué que fondamentalement, le plus vite on aurait une grille, une véritable grille de droits de douane, le mieux ça vaudrait. Et de même le FMI qui a encore dit aujourd'hui, récemment, que la situation était liée dans le ralentissement économique essentiellement à cette imprévisibilité américaine. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est effectivement non seulement d'avoir une prévisibilité sur les taux, mais sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'un produit européen. Pour les économistes, un produit automobile, on sait ce que c'est, mais une automobile européenne, qu'est-ce que c'est ? Vous avez un exemple célèbre qu'avait mis en avant Milton Friedman, donc il y a 50 ans, à une époque où les Américains voulaient taxer les crayons, les crayons, parce que le graphite à l'intérieur des crayons arrivait de Tchécoslovaquie, et donc à l'époque c'était la guerre froide, c'était l'URSS qui était derrière, donc il fallait sanctionner. Et Friedman avait dit, mais dans le crayon vous avez remarqué qu'effectivement le graphite est tchécoslovaque, mais la gomme qui est au bout, elle est brésilienne, l'aluminium il est américain, le bois il est canadien, et tout ça est assemblé aux États-Unis. Ce produit à quelle nationalité ? Et donc là aussi, il va falloir obtenir des Américains ce qu'ils définissent par qu'est-ce que c'est qu'une voiture européenne. Une voiture allemande, tout le monde dit c'est une BMW, c'est une Audi et tout ça, mais c'est rarement fabriqué en totalité sur le territoire allemand. Donc, un véritable enjeu, c'est aussi de savoir ce que les Américains mettent derrière la définition des produits et de la définition de la nationalité des produits. Donc, le plus vite on saura exactement quels sont les droits de douane, parce qu'encore une fois, si on dit, mais finalement, une Audi, on regardait de près, beaucoup arrivent de Chine, donc c'est un produit chinois, le droit de douane va changer. Donc, le plus vite on en saura
on en saura plus, le mieux ça vaudra. Mais ça peut durer encore plusieurs mois, voire même peut-être déborder jusqu'à l'année prochaine, ces négociations ? Je pense que ça va déborder assez longuement. Il faut voir que effectivement les négociations sont menées par l'Union européenne. Le commissaire européen qui est en charge du dossier, qui est le commissaire slovaque, est quelqu'un d'assez déterminé, qui est assez compétent en la matière. Il y a quelquefois des commissaires qu'on peut contester. Lui, il s'est fait un nom, donc il mène bien sa barque. Je pense que le véritable moment où on en saura plus, où de toute façon tout ça s'arrêtera, ce sera au moment des midterms. Encore une fois, le juge de paix ultime, ce sera le consommateur américain qui commence à trouver que les produits, notamment les produits chinois, mais pas les produits immédiatement européens, mais les produits chinois commencent à augmenter. Ce sera la Réserve fédérale qui est en guerre ouverte, en tout cas déclarée par Donald Trump, qui ne veut plus baisser ses taux d'intérêt, ne veut pas baisser ses taux d'intérêt, parce qu'elle anticipe une inflation très forte liée au droit de douane. Un droit de douane, encore une fois, c'est un impôt payé par le consommateur américain qui a comme conséquence une augmentation des prix. Donc, comme conséquence indirecte, le maintien de taux d'intérêt élevé. Donc, le consommateur américain et l'emprunteur américain va être directement touché par la politique de Donald Trump. Et pour Donald Trump, la sanction, ce sera les élections de midterm. Donc, il faudra qu'il ait réglé son problème de politique intérieure et donc de politique économique à ce moment-là. Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Business School. Restons à l'international. Parlons à présent des taux d'emprunt de la France sur les marchés. Je cite le journal Les Échos. La France devrait bientôt payer aussi cher que l'Italie pour se financer auprès des investisseurs internationaux. L'écart de taux a quasiment disparu. C'est ce qu'on appelle le spread. Alors, je fais appel au professeur que vous êtes pour nous demander ce que ça veut dire concrètement. Alors, si vous voulez, il y a deux façons d'interpréter cette situation. Il y a de regarder effectivement le taux d'intérêt sur les marchés. C'est-à-dire quand vous êtes détenteur d'un titre de dette publique, italien ou français, il peut arriver que cette dette publique dure 10 ans et que vous ayez besoin de fonds immédiatement. Donc, vous le vendez, ce titre. Vous cherchez quelqu'un qui est prêt à acheter ce titre, qui lui va apporter cet emprunt, va dire, bon, mais je récupère cet emprunt et moyennant quoi, c'est moi qui vais récupérer les intérêts. Donc, sur ce marché, effectivement, maintenant, les taux d'intérêt qui correspondent au prix auquel celui qui vend va trouver quelqu'un pour l'acquérir, ce taux d'intérêt implicite, qui n'est pas le taux d'intérêt véritablement payé par l'État emprunteur, qui est le taux implicite lié à l'interprétation que font de la situation le vendeur et l'acheteur de ce titre public. Ce taux d'intérêt est désormais pratiquement le même pour l'Italie et même pour la Grèce, ce qui est symbolique, même si la Grèce n'est pas dans la même catégorie économique que la France et l'Italie. C'est une petite économie, la Grèce. La dette publique grecque, c'est 10% de la dette publique française. Donc, on n'est pas sur un marché aussi étendu que celui de la France ou de l'Italie. Mais donc, ces taux d'intérêt sont désormais inférieur en Italie et en Grèce à celui de la France. Et puis, vous avez le taux à l'émission. C'est-à-dire au moment où l'État décide de chercher des gens pour lui prêter, non plus un vendeur et un acheteur sur un marché, mais véritablement l'État se porte sur le marché, dit « moi j'emprunte ». Et donc là, effectivement, la France a encore un léger avantage par rapport à l'Italie, mais cet avantage est en train de se réduire. Ça dit quoi de notre économie finalement ? Et c'est lié à quoi en fait ? C'est lié au fait que d'abord on emprunte beaucoup. Si vous regardez, on emprunte à hauteur de notre déficit, on emprunte à hauteur de ce qui manque sous forme d'impôts pour payer nos dépenses. Et donc l'année dernière, par exemple, l'Italie était pratiquement au célèbre 3% de déficit public, et nous étions à 5,8%. La Grèce dégageait des excédents. Les pays qui étaient il y a 10 ans montrés du doigt parce que ils étaient les PIGS qui étaient supposés être menacés de banqueroute. Ces pays, certains dégagent maintenant des excédents. C'est le cas de l'Irlande, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas de Chypre qui n'était pas directement dans les PIGS, mais qui était touché par ce qui se passait en Grèce. Donc ces pays dégagent des excédents, alors que nous, on n'arrête pas d'avoir des déficits. Et ce qui se passe, c'est que non seulement on est dans une situation de déficit, mais ce que les gens qui nous prêtent commencent à se poser comme question, c'est est-ce qu'on va faire un effort ? Personne ne doute sur notre capacité à payer. Et puis si jamais il y a un problème, ce qu'a montré la crise de 2012-2015, la Banque centrale finit par intervenir. Mais il y a derrière tout ça quand même normalement une sorte d'accord entre le pays qui est en difficulté et le pays qui va emprunter et qu'on va aider pour ses emprunts, et un accord pour
Un accord pour faire un effort. Ouais. Or, on a l'impression que la France ne fait aucun effort. Est-ce qu'elle paye justement la France l'instabilité politique quand Giorgia Meloni, elle en Italie, est au pouvoir depuis presque 3 ans? Alors, elle paie une double instabilité politique. Le fait qu'effectivement, elle n'a pas de gouvernement stable depuis, grosso modo, depuis 2022. On peut considérer qu'il n'y a pas de vraie majorité. Et surtout, il n'y a pas eu, à un moment donné, comme en Italie, une sorte d'accord implicite de la classe politique pour laisser des techniciens remettre de l'ordre dans les affaires. C'est-à-dire que Meloni, c'est non seulement la capacité à gouverner, elle a du temps devant elle, mais c'est aussi qu'elle vient après Mario Monti dans les années 2010 et Mario Draghi dans les années 2020. C'est-à-dire des techniciens, anciens gouverneurs de la Banque centrale pour Mario Draghi, anciens commissaires européens pour Mario Monti, qui ont avec l'accord de la classe politique italienne, fait des efforts de ce qu'on appelle en France, avec des mots d'effroi, c'est l'austérité. Et donc, ils ont fait effectivement cette politique de remise en ordre. Vous prenez le projet de budget que présente en ce moment donc Monsieur Bayrou, on nous dit on fait des économies, 40 milliards, c'est insupportable. Puis vous regardez le montant des dépenses publiques. Les dépenses publiques seront dans ce projet de budget de 1722 milliards. 1722 milliards, c'est énorme. Je ne sais pas si les gens réalisent ce que ça signifie. Mais cette année, donc en 2025, nous étions à 1700 milliards, un peu moins de 1700 milliards. Donc on nous dit on fait énormément d'économies, et puis les dépenses publiques augmentent. Donc c'est incompréhensible. Et puis vous êtes un observateur extérieur, vous dites effectivement ces gens-là ne sont pas sérieux. Ils clament une politique d'économie et la réalité concrète est au quotidien, c'est qu'ils augmentent encore les dépenses publiques. Justement, vous parlez de François Bayrou et de ces milliards à trouver. L'un des sujets pour ouvrir sur la suite et la rentrée, Jean-Marc Daniel, c'est évidemment ces discussions qui vont peut-être s'engager, puisque à propos de la suppression de 2 jours fériés, puisque les partenaires sociaux ont jusqu'au 1er septembre pour dire s'ils veulent engager ou pas une négociation. Suppression de 2 jours fériés, ça doit rapporter plus de 4 milliards d'euros. Le lundi de Pâques, le 8 mai, sont proposés. Est-ce que c'est une idée pertinente selon vous ? Alors c'est pour moi à la fois une idée pertinente et une idée mal présentée. Pourquoi ? Alors c'est une idée pertinente parce que le pays ne travaille pas assez. Et donc la France travaille en moyenne par habitant 670 heures par an, alors que nos principaux partenaires travaillent aux alentours de 750 heures par an. Donc on ne travaille pas assez. Une des conséquences, c'est que on produit pas assez. Et comme on produit pas assez, on a ce déficit extérieur dont je parlais au début de notre entretien et qui avait disparu de façon tout à fait conjoncturelle grâce au JO et qui est réapparu. Le dernier chiffre de nos comptes extérieurs pour le mois de juin annonce un déficit de 3,4 milliards d'euros sur un mois. Et c'était juste l'excédent sur l'année 2024. Donc, vous voyez que la situation se détériore très vite. Donc, on a besoin de travail. Là où c'est mal présenté, c'est que on est en train de nous dire, vous allez travailler pour compenser les conséquences de la gabegie publique. Vous allez travailler parce que l'État est mal géré. Les Français, je pense, sont prêts à travailler si on leur dit, vous allez pouvoir, grâce à ça, avoir plus de pouvoir d'achat. Vous allez pouvoir, grâce à ça, compenser le fait que vous avez un certain niveau de vie, que pour l'instant, vous ne produisez pas assez pour assurer et assumer ces niveaux de vie, donc vous importez sans avoir assez exporté, donc vous allez travailler plus pour exporter davantage. Et on leur dit pas du tout, vous allez travailler plus pour faire en sorte qu'on continue, nous, État, à ne faire aucun effort, à augmenter la dépense publique. Dans mon fort intérieur, je dis oui au travail, non à la corvée. On va pas rétablir le travail gratuit au profit de l'État. Ça a été supprimé au XVIIIe siècle. Je pense que ce n'est pas pertinent. Et donc je pense que la situation actuelle de la France réclame davantage de travail. La présentation qui consiste à dire vous allez travailler plus pour moi, État, est une présentation à la fois maladroite pour ne pas dire plus. Eh bien, merci Jean-Marc Daniel d'être venu sur Radio Classique pour Mais je vous en prie. nous apporter votre éclairage. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'ESCP Business School, auteur du livre Les nouvelles leçons d'économie aux éditions... D'histoire économique. Les nouvelles leçons d'histoire économique, pardon, voilà. Aux éditions Odile Jacob. On aura l'occasion d'entendre vos analyses à nouveau dans la nouvelle saison qui s'ouvre sur Radio Classique. Retour de la matinale économique de Stéphane Pedrazzi lundi à partir de 6h. À suivre la revue de presse, mais d'abord